Bonjour à tous et bienvenue dans Virage Digital. Je vous rappelle que cette émission est en direct et que vous pouvez ainsi poser toutes vos questions à nos invités durant la demi-heure d'émission qui va suivre. Vous pouvez également tweeter tout au long de cette émission avec le hashtag VD. Dans quelques instants, Gérald Karsanti, président directeur général de Hewlett-Packard Enterprise, nous expliquera comment manager et se réinventer à l'heure du digital. Damien Tardieu viendra ensuite nous présenter Niland, une start-up qui vous propose d'écouter la bonne chanson au bon utilisateur et au bon moment. Et enfin, Pierre Chavannes nous rejoindra pour le clin d'œil de la semaine. Mais tout de suite, place à l'info numérique de la semaine avec la revue de presse. Le Web Summit a débuté hier. Surnommé le Davos des Geeks, c'est le rendez-vous incontournable du numérique qui se tient en ce moment même à Dublin. Il rassemble plus de 1000 conférenciers avec des entreprises telles que Pixar, Microsoft ou Schneider Electric, mais également des startups telles que Slack ou encore des banques comme Deutsche Bank ou BPCE. Jusqu'à demain jeudi, les 3000 visiteurs pourront assister à des conférences sur la ville connectée, sur le management à l'heure du numérique, le thème d'aujourd'hui, ou encore assister à une interview du cycliste Chris Froome. Alors Gérald Karsanti, bonjour. Bonjour. Je me tourne vers vous. C'est important pour les acteurs du numérique d'avoir leur propre Davos ? Ah oui, très important. Moi, je trouve que c'est formidable. D'abord, c'est ce qui nous occupe tous, hein, le digital. Ensuite, c'est formidable que ce soit en Europe. Et puis, j'ai même entendu dire que c'est un des seuls événements où des investisseurs américains se déplacent pour venir regarder ce qui se passe. Et puis, nous, on est présents, en fait, parce qu'on a un programme de start-up au sein d'HP. Et certaines start-up avec lesquelles on travaille sont présentes là-bas. Donc, c'est très bien. Alors, deuxième actualité de la semaine, la France accueille elle aussi un salon du numérique, celui des objets connectés. Aujourd'hui et demain se tient à Grenoble le salon international IoT Planet, IoT pour Internet of Things. L'occasion pour les sociétés européennes expertes de l'Internet des objets de se rencontrer et d'assister à des conférences sur des sujets tels que les réseaux basse consommation entre objets connectés, le futur de l'industrie des objets connectés ou encore l'impact des objets connectés dans l'économie actuelle. Gérald Karsanti, je me retourne vers vous. Un salon des objets connectés en France, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la France est suffisamment en avance en matière d'innovation ? Alors, la réponse est oui, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais alors là, c'est même pas la France, c'est même Grenoble. Et vous savez l'attachement que Hewlett-Packard Enterprise a avec Grenoble, puisque c'est un site historique pour nous. Ensuite, c'est l'IoT, c'est les objets connectés. On en parlera, c'est super important. On a des offres très précises sur ce segment d'activité qui est vraiment en plein boom. Et on a un stand d'ailleurs dans ce salon. Et enfin, dernière actualité de la semaine, HP officialise sa scission. Vous allez voir donc la vidéo. L'entreprise américaine Hewlett-Packard se scinde en deux sociétés, HP Inc. d'une part et Hewlett-Packard Enterprise d'autre part. Cette scission effective depuis lundi donnera à la société une nouvelle organisation et offrira à la société Hewlett-Packard Enterprise une agilité qui lui permettra d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Alors on va voir à l'écran donc le nouveau logo de Hewlett-Packard Enterprise, donc ce fameux rectangle vert. Gérald Karsanti, vous étiez précédemment président directeur général de HP France. Vous êtes aujourd'hui à la tête de Hewlett-Packard Enterprise. Pourquoi cette scission ? Alors, vous l'avez dit, la scission, d'abord j'étais très fier de piloter HP dans sa complétude de modèle que nous avions avant le lancement lundi. Mais pourquoi ? Vous l'avez dit, c'est l'agilité, c'est la recherche d'agilité, vélocité. C'est un marché qui bouge très vite. On aura l'occasion de le dire et de le redire pendant l'émission, je pense. Le monde du digital bouge beaucoup. On est face à des disruptions permanentes. Il faut s'adapter, donc il faut être capable de capter les opportunités sur le marché. Donc recherche de vélocité, d'agilité. Alors on va en parler dans quelques instants dans la deuxième rubrique de cette émission à laquelle nous passons maintenant, le débat. Comment manager et se réinventer à l'ère du digital ? Donc pour en parler à mes côtés, Gérald Karsanti, président directeur général de Hewlett-Packard Enterprise, une entreprise toute nouvelle quelque part puisqu'elle a 3 jours aujourd'hui. Donc vous nous disiez pourquoi cette scission ? Quelles vont être les nouvelles activités de HPE ou Hewlett-Packard Enterprise ? On a une sorte de grosse start-up puisqu'on invente une nouvelle entreprise. C'est une nouvelle entreprise, une nouvelle marque, un nouveau logo. Alors, nous, on se place dans le cadre de ce qui se passe, la dynamique qu'il y a sur le marché actuellement. C'est, comme je le disais, c'est le monde de la digitalisation. Les entreprises sont obligées de se réinventer parce qu'elles sont poussées par ces startups qui, ce que certains
journalistes appellent les nouveaux barbares. Mais en fait, derrière, il y a quelque chose de très vrai, c'est qu'elle bouscule les choses établies, elle bouscule le statu quo. Donc nous, on ne veut pas rester à l'écart de ça et on ne veut pas se dire non plus qu'on est protégé nous-mêmes. Donc en se séparant en deux, on devient plus agile et on se prépare à capter les opportunités du marché. Alors Hewlett Packard Enterprise, ce sera toutes les activités d'infrastructure, les serveurs, le stockage, les réseaux, les logiciels qui sont extrêmement importants, puis toutes les activités de service. Mais derrière, c'est tout ce qui fait l'actualité digitale, c'est la flexibilité au travers des clouds, c'est le big data parce que la donnée est super importante. Je crois que justement sur les clouds, vous avez une offre de cloud hybride. Absolument, parce que en fait, le positionnement que nous prenons est un positionnement qui est l'hybride. Et l'hybride, pour faire très simple, c'est d'un côté, il y a le cloud public, et puis de l'autre côté, il y a les clouds privés, que l'on peut gérer soi-même quand on est un client ou qu'on peut faire gérer par d'autres, ce qu'on appelle le cloud manager. Et le choix qu'on a fait chez Hewlett Packard Enterprise, c'est d'avoir une plateforme qui unifie en fait l'ensemble des clouds, qui fait converger les clouds publics, les clouds privés et les clouds managés. Et pourquoi on fait ce choix? Parce qu'on veut laisser le client décider quelles applications et quels services ils vont mettre sur les différentes plateformes en fonction de leur criticité. Vous n'allez pas mettre par exemple une application critique et stratégique dans un cloud public, pour tout un tas de raisons, dont la sécurité. Vous mettrez par contre des applications qui s'adressent au grand public sur ces clouds-là. Nous, on se dit, finalement, un client qui va mettre ses applications sur différents clouds, il va à un moment donné vouloir faire converger ça avec une infrastructure totalement sécurisée et qui est totalement opérée par un acteur comme Hewlett Packard Enterprise. Alors justement, Hewlett Packard Enterprise, vous le disiez tout à l'heure, une structure plus petite qui va sur un marché donc, où il y a quand même des géants tels que IBM. C'est un nouveau défi en tant que manager d'amener cette entreprise sur ce marché? Alors déjà, plus petite, oui, parce qu'on va avoir, on représente quand même 53 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Oui, donc on est dans les 50 premières entreprises mondiales, mais on est plus léger, c'est exact, 280 000 salariés, donc ça reste quand même une entreprise importante en taille, mais plus véloce. Comment? Le nouveau défi, oui, c'est de se réinventer en permanence. De toute façon, c'est la culture de Hewlett Packard Enterprise. On est une culture d'ingénieurs, c'est-à-dire qu'on est dans l'innovation. Et qui est dans l'innovation? Les startups le savent mieux que personne. Qui est dans l'innovation sait que tout peut être mis en cause tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. On est tout le temps bousculé. Donc nous, on se crée finalement un défi de toujours avoir à pousser un cran plus loin. Alors on va parler maintenant du management à l'ère du digital. Il y a quelque chose qui revient souvent, c'est cette fameuse génération Y, puis demain cette génération Z. Comment est-ce qu'on manage ces générations qui arrivent dans l'entreprise avec des connaissances technologiques, j'irai pas jusqu'à dire plus avancées pour pas vexer les plus anciens, mais presque par rapport à ceux qui y sont déjà? Si, plus avancées, il faut le dire, parce que là, en fait, on a toujours fait dans les entreprises de l'intergénérationnel, tout le temps. Dans les années 80, 90 et même avant, on a toujours fait ça. Mais là, ce qui se passe, c'est que pour la première fois, on est en train de faire vivre dans les mêmes entreprises 4, même 5 générations ensemble. Et les écarts qui existent entre les générations est immense. C'est-à-dire que l'écart entre la génération Y et X, où X et Baby Boomers sont quand même importantes, mais les écarts qui vont se présenter à nous dans peu de temps, quand la génération Z va arriver massivement sur le marché du travail, alors là, ça va être gigantesque. Il faut voir que d'un côté, on a appris à se servir de la technologie et à naviguer dans ce monde qui est en réseau. Les réseaux sociaux jouent un rôle aujourd'hui, on en reparlera peut-être, mais jouent un rôle énorme dans la société française, européenne et mondiale. Et puis des générations qui, eux, sont nées avec ça ou quasiment nées avec la technologie au bout des mains. Donc je pense que nous, notre rôle, c'est de faire en sorte de tirer parti de l'expérience et du vécu des générations X, baby boomers, et une partie de la Y, et puis de donner à ces générations qui arrivent des responsabilités qui leur permettent de mettre en avant leurs compétences. Mais alors justement, là vous parlez de l'expérience de la génération Y. Quelle est la place de l'expérience aujourd'hui dans l'entreprise? Moi je défends, je pousse beaucoup là-dessus en disant, en fait ça a beaucoup changé. Il eut un temps, mais je dis bien il eut un temps, où en fait la transmission des compétences était l'élément vital. Mais le problème c'est que maintenant, en 6-12 mois, ce que vous saviez est obsolète.
Parce que la technologie va tellement vite que tout change. Les métiers se réinventent, il y a des métiers qui n'existent plus, d'autres qui se créent, et la compétence est quand même plus compliquée à transmettre. Par contre, on observe que ce qui se transmet toujours, c'est la compétence d'expérience. C'est-à-dire, par exemple, pour un commercial, quand il a 25 ans d'expérience dans le commercial, il a un savoir au niveau de l'engagement client qu'un jeune ne peut pas avoir. Donc là, ce qui est fabuleux, c'est que le jeune qui arrive avec toute sa compétence et sa vision technologique et de rupture, parce qu'il se place comme ça, c'est comment je peux améliorer les choses. Et puis de l'autre côté, des plus anciens, mais qui ont une expérience et un vécu sur le plan de l'expérience client et de l'expérience relationnelle, l'expérience émotionnelle aussi, ben les deux ensemble, ça peut donner un mélange très intéressant. Alors ça, c'est pour l'humain, mais je crois que Hewlett Packard Enterprise travaille également beaucoup avec des startups. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce travail avec les startups? Énorme, parce qu'en fait, on a un programme déjà qui s'adresse à toutes les startups. Tout le monde peut faire partie de ce programme. Il bénéficie d'un certain nombre d'avantages au niveau de la formation et tout un ensemble de services. Et puis on a un programme plus sélectif. Cette année, on a 22 startups sur lesquelles on fait une sorte de mentoring. Alors attention, on apprend autant c'est un échange en fait. C'est un échange, c'est un vrai partage. Parce qu'en fait, ces startups, elles nous apprennent des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Ils ont des idées que mes managers, par exemple, n'ont pas. Inversement, ces entrepreneurs ne pourraient pas piloter comme ça du jour au lendemain des business units dans nos entreprises. Donc il y a un mélange et un travail collaboratif qui est très intéressant. On s'occupe de 22 startups aujourd'hui parce qu'on veut bien le faire. Et ça consiste à entre guillemets, les mentorer pour les aider à développer leur entreprise sur le territoire national, au niveau européen, au niveau mondial, en bénéficiant des réseaux d'HP, tester leurs applications sur nos plateformes. Donc, ils n'ont pas besoin d'investir sur l'informatique. Ils peuvent venir tester leurs applications dans nos centres, nos labs, en particulier à Grenoble et à l'île d'Abo, à côté de Lyon. Donc tout un ensemble de services, formation gratuite, etc. Donc on en revient à cette idée de vous avez les idées, on a le vécu et ensemble on va pouvoir faire émerger de nouvelles choses. C'est un peu la même chose, c'est vraiment, ça s'inscrit dans ce que je disais précédemment, à savoir ce transgénérationnel où on est obligé de faire travailler des générations ensemble et il y a une diffusion de savoirs différents et ça crée de la valeur, c'est indiscutable. Alors dans le numérique, il y a aussi toute une part de réseaux sociaux, de communication. Quand on est manager, comment est-ce qu'on adapte sa communication à l'heure du digital? Ça c'est un bouleversement. Parce que je pousse tous mes amis dirigeants qui n'y sont pas à y aller. Il faut y aller en ayant une stratégie de communication et en ne faisant pas n'importe quoi. Parce que, voilà, c'est un outil qui est à notre disposition, ça peut tout donner. Mais si on le fait intelligemment, c'est fabuleux. Moi, je suis sur LinkedIn. Je pense que c'est un réseau qui fonctionne très bien et qui est très efficace et pour communiquer, pour avoir des relations également. Avoir un réseau développé. Twitter, j'y suis depuis moins longtemps, j'y suis depuis mars, et je ne regrette pas parce que, en fait, Twitter, c'est un média, c'est pas la même chose. Mais dans Twitter, je trouve des informations que je ne trouve nulle part ailleurs. Donc ça, c'est déjà en tant que tel, c'est déjà fabuleux. Donc vous communiquez, mais vous allez également chercher des informations sur ces réseaux sociaux. Absolument, et on comprend ce qui se passe. On voit à travers ces réseaux sociaux comment le marché évolue, ce qui marche pas, les idées qui percutent, celles qui ne percutent pas, la façon dont les gens réagissent, c'est intéressant également. Et puis on capte aussi des idées sur l'aspect, on essaie de construire une entreprise sociale chez Hewlett Packard Enterprise et on capte des idées, des mouvements, la formation par exemple sur ce qu'il faut faire en matière alors j'enseigne en plus depuis une dizaine d'années à HEC Paris, donc c'est un sujet qui me concerne beaucoup. Et comment adapter les compétences dans le temps, on capte ça dans les réseaux. Et puis j'ai un blog aussi, qui est pas mal consulté et merci à ceux qui le font, j'en suis ravi et j'échange beaucoup parce que moi je trouve que c'est une richesse et je pense que les dirigeants de demain devraient intégrer vraiment à plein ces réseaux sociaux. Alors vous parliez il y a quelques instants de compétences, on parlait tout à l'heure de l'écart générationnel et de la génération Y. L'enseignement dans tout ça, est-ce qu'il est en phase avec ce qu'on attend aujourd'hui des jeunes dans l'entreprise? Alors, on progresse beaucoup. Déjà, il y a déjà un point, il y a une prise de conscience énorme que le numérique est un des thèmes d'avenir. Ce n'est pas le seul, mais il en fait partie. Très sincèrement, aujourd'hui, le numérique percute toutes les industries. On parle de véhicules connectés dans l'automobile, on parle de la santé, les capteurs vont être partout.
la santé va être connectée, la ville est connectée, la domotique, les capteurs qui sont au niveau de la domotique, les compteurs qui maintenant on ne fera plus de relevés par des personnes, tout ça, ça va être numérisé. Et envoyé directement aux entreprises. Bien sûr, donc on est dans un monde qui va être connecté. Alors est-ce que l'enseignement est adapté? Non. Aujourd'hui, il faut qu'on change complètement l'enseignement et que ce n'est pas uniquement le contenu. Il faut mettre du numérique à plein dans nos programmes, que ce soit dans les petites classes, le collège, les lycées, et puis évidemment l'enseignement supérieur, ça me paraît absolument vital. Mais c'est aussi dans la façon d'enseigner. C'est pas que le contenu, c'est la façon d'enseigner. C'est vrai que ces générations-là ont quand même accès à un nombre de connaissances et d'informations énormes sur Internet. Donc la transmission n'est plus verticale finalement. Elle n'est plus verticale du tout. C'est que vous arrivez, alors je vous parle d'expérience, vous arrivez aujourd'hui dans un cours, il faut savoir que les étudiants déjà sont documentés, ils ont accès à l'information. Donc si vous faites simplement un cours où vous transmettez une information ou plutôt un contenu, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux si vous partez du principe que ça va être un échange, un partage, et qu'avec les étudiants, vous allez créer quelque chose, vous allez créer un espace. Et en fait, ça fonctionne super bien, parce que vous allez capter des informations, eux-mêmes, ça va les enrichir, et c'est un dialogue. J'ai eu la chance d'enseigner aussi aux États-Unis, et on voit qu'ils sont quand même, ils ont quand même un cran d'avance là-dessus, où vos cours, en fait, sont transmis à l'avance. C'est-à-dire que votre présentation, les étudiants l'ont une semaine avant, elle est chargée sur des tablettes, et puis ils arrivent en cours, et ils ont des Twitter à leur disposition, et donc en fait, quand vous ne faites pas un cours, vous répondez à leurs questions, parce que le cours, ils l'ont déjà préparé. Et donc ça rend, même pour l'enseignant, évidemment, vous avez intérêt à maîtriser votre sujet, mais ça rend le cours beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant. Et en plus, il y a des questions en interactif, donc c'est super. Alors cette émission s'attache en fait à comprendre comment la transformation numérique se fait au sein des entreprises. Vous, Gérald Karsanti, quel est votre avis sur l'impact du numérique sur les organisations ? Je pense qu'on voit bien, ça n'a pas commencé hier, mais ça a commencé depuis, on voit que depuis 20, 30 ans, on va vers des entreprises qui sont de plus en plus sveltes. On n'a plus les empilements hiérarchiques. On est passé de modèles très hiérarchiques à des modèles très éclatés. On est passé il y a une délégation qui s'est faite au niveau des pouvoirs. C'est-à-dire qu'avant, on était très concentré dans les pouvoirs, donc les entreprises étaient très structurées. Maintenant, on est comme on doit être rapide, il faut que le pouvoir soit, par exemple, au niveau des commerciaux sur le terrain pour qu'ils puissent réagir très très vite. Donc on est sur des entreprises très véloces au niveau organisationnel. Ça va continuer. Et encore une fois, le numérique change complètement la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne communique pas, on ne transmet pas l'information, on ne s'organise pas, on ne conçoit pas les produits, on ne les commercialise pas et on ne véhicule pas les services comme on le faisait avant. Le numérique est en train de changer toute la façon même dont on pense l'entreprise. Et alors, justement, sachant cela, quels sont les nouveaux enjeux en termes de leadership ? Je pense qu'on est passé d'un modèle de management et de leadership où il y avait les dirigeants qui communiquaient une stratégie et cette stratégie ensuite était exécutée, à un modèle où il faudra toujours ça, parce qu'il faudra bien qu'à un moment donné, une stratégie soit posée. Mais on est plus dans un partage et dans un échange. L'entreprise devient un lieu de confrontation, confrontation intellectuelle, confrontation d'expérience, où en fait des salariés vont se mélanger, vont donner leurs idées, et la direction va s'enrichir de ça en se disant on fait fausse route là-dessus. Il faut être capable d'accepter le fait qu'on peut faire des erreurs et l'essentiel c'est de les corriger vite. Comme je dis souvent à mes équipes de management, l'essentiel c'est de ne pas se tromper au moins 80% du temps. Mais quand on se trompe, c'est pas très grave, on apprend de ses erreurs, il ne faut pas que ce soit trop fréquent encore une fois, mais quand on se trompe, il faut corriger. Et il est vrai que c'est une génération qui arrive, la vôtre déjà, la génération Y, et puis celles qui vont arriver, vous avez une appréhension de ça qui est très différente. La notion d'appréhension par exemple du risque est différente, l'appréhension des challenges n'est pas la même. Nous, on aimait, dans nos cultures précédentes ou dans notre formation précédente, on était dans un modèle où on décortiquait tout, on l'analysait et il fallait absolument une solution. Ce monde n'existe plus. On est dans un monde où on ne sait pas toujours définir le problème, il y a plusieurs chemins possibles et on n'aboutit pas forcément à une seule solution. Mais ce n'est pas grave. C'est ça le modèle de demain, c'est un modèle qui est dynamique. Ce qu'on appelle l'agilité. C'est l'agilité, qui est dynamique. Il faut tout le temps s'adapter. Et donc il faut toujours pousser un cran plus loin.
en ayant en tête de prendre en compte l'évolution aussi des salariés, parce que les mutations ne sont pas aussi faciles que ça. C'est là où je voulais en venir également. Est-ce qu'on va vers une nouvelle forme de travail? On va, de mon point de vue, vers une réinvention du travail. On en discute souvent avec certains collègues d'autres industries. On a la chance de rencontrer des politiques. On essaye de discuter avec eux là-dessus, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vont évoluer. On ne va pas travailler de la même façon. J'ai vu que certains intellectuels et philosophes disent on va devenir demain les entrepreneurs de nous-mêmes. Bon, le format finalement du contrat de travail, comme on le connaît, tout le monde cherche un CDI, je pense que dans le temps, ces formes-là vont évoluer. On va aller de plus en plus vers une entreprise qui va fonctionner en mode projet, avec une couche de salariés plus réduite, et ils vont faire appel ensuite à des réseaux de compétences, d'expertise, pour compléter leurs équipes sur un projet donné. Ce qui veut dire que, d'où l'importance des réseaux sociaux. Je crois que des réseaux comme LinkedIn et d'autres vont prendre de plus en plus d'importance pour cette raison. Et puis, ce qui veut dire aussi qu'il faut être prudent, parce que ça, c'est un modèle que moi, je pense nécessaire. Il faut une révolution au niveau social. Je pense que les jeunes générations, ils sont tout à fait prêtes, elles sont prêtes à bouger dans ce sens-là. Mais maintenant, il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'une forme de précarité. Parce que nous, on pense au modèle idyllique où j'ai 3 contrats et tout se passe bien. Je change de projet, diversité, etc. Enrichissement, génial. Et puis après, il va y avoir toute une frange de salariés qui, eux, vont devoir peut-être avoir 2-3 contrats pour péniblement boucler la fin de mois et vivre, tout simplement. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit super vigilant. Il ne faut pas qu'on bouge le risque des entreprises vers les salariés. Ça, ce serait vraiment, je pense, très négatif. Merci beaucoup, Gérald Karsanti. Merci à vous. Vous restez avec nous et l'on passe tout de suite au pitch de la semaine. Bonjour. Alors vous êtes le cofondateur et président de Niland, une solution de recommandation de musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le concept? Oui, alors donc Niland, nous développons une technologie qui comprend, organise et recommande la musique. En gros, en utilisant les dernières avancées de l'intelligence artificielle comme le deep learning par exemple, on arrive vraiment à écouter ce que contient la musique, ce qu'elle dégage aussi pour les auditeurs, à comprendre l'utilisateur et du coup à recommander la bonne musique au bon utilisateur et au bon moment. Et alors justement, quels sont vos clients ou du moins vos utilisateurs? Donc on est vraiment une société de B2B. Notre technologie est vendue sous forme d'API. Et nous avons 2 types de clients B2B, grosso modo. Les premiers, ce sont tous ceux qui vendent de la musique pour mettre sur de l'image. Donc mettre de la musique sur une émission de télé, mettre de la musique sur un film, sur une pub. Et eux, on les équipe en moteur de recherche avancé. Donc leurs utilisateurs à eux pourront chercher du genre « je veux une musique pour mon film qui soit triste et qui ressemble à Bob Dylan ». Voilà. Et donc on pourra ensuite directement taper musique triste Bob Dylan et trouver la musique correspondante. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on est en train d'installer chez nos clients. Donc, par exemple, en France, comme TBWA, l'agence de publicité, au Luxembourg, Jamendo, ou à Singapour, une société qui s'appelle Motion Element. Et la deuxième catégorie de clients, c'est vraiment les sites qui font écouter de la musique au grand public, des sites de streaming ou des objets connectés de streaming, pour qui, là, on va plutôt faire de la radio automatique. Donc, nous, on croit beaucoup dans que la musique est une expérience passive, comme la radio. Et donc, en comprenant les goûts de l'utilisateur, on va être capable de lui fournir de la radio automatique pour des périodes de la journée, le matin, le soir, pour faire du sport, selon ses goûts. Ça a été créé il y a combien de temps, Niland ? Alors Niland, ça a été créé par 3 associés, Christophe, Johan et moi-même, il y a 2 ans, dont 2 associés qui sont des anciens chercheurs, moi et Christophe, qui ont tous les 2 10 ans de recherche en intelligence artificielle et analyse acoustique du son. Et vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 6 salariés, majoritairement techniques, et un qui s'occupe plus du marketing et du produit. Et alors, si vous deviez imaginer aujourd'hui la suite, des projets que vous auriez en cours, ou comment vous vous voyez à moyen ou long terme ? Alors, notre développement aujourd'hui, c'est vraiment autour de 3 axes. D'abord, le développement commercial à l'international, parce qu'évidemment, c'est une technologie qui s'internationalise très facilement. Et il y a des clients partout dans le monde, comme je disais avec Singapour par exemple, ou aux États-Unis.
Et pour ça, on doit faire grandir un petit peu l'équipe commerciale. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Deuxièmement, c'est continuer à développer des nouveaux produits, comme on le fait aujourd'hui, pour satisfaire plus nos clients, leur apporter de la valeur toujours plus. Et enfin, vraiment donc, être toujours ouvert sur les nouveaux marchés, parce qu'on est vraiment sur une pointe technologique grâce à l'intelligence artificielle, le deep learning, l'analyse du signal. Et du coup, on est toujours dans l'observation de nouveaux marchés qu'on peut attaquer dans les médias et l'intelligence artificielle. Gérald, ça vous donne envie d'écouter plus de musique, ce que nous raconte Damien ? D'abord, déjà, si je peux me permettre, cette start-up est dans les 22 start-up que nous accompagnons. Voilà, et on en tire, comme vous l'écoutez, vous êtes convaincus. Là, il y a des idées, c'est riche. Alors, j'en profite pour dire que dans notre programme, on choisit plutôt des startups qui ont une connotation très numérique, hein, donc forcément. Mais là, oui, ça inspire beaucoup parce qu'on voit qu'ils captent ce qui se passe sur le marché, des innovations pour les transposer en valeur pour le client, que ce soit une entreprise ou que ce soit un individu, un particulier. Donc c'est formidable. Et du coup, on vous souhaite de belles aventures pour la suite. Merci beaucoup, Damien Tardieu. Vous restez avec nous également. Vos coordonnées vont s'afficher à l'écran. Et l'on va tout de suite accueillir Pierre Chavannes pour le clin d'œil de la semaine. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous parler du reverse mentoring. En bon français, c'est le mentorat inversé, c'est la nouvelle lubie à la mode des grands groupes. Cela consiste à affecter aux dirigeants expérimentés un mentor qui n'est autre qu'un junior. Et alors pourquoi, quelle est la logique du reverse mentoring ? Eh bien, Nicolas, le principe est simple. Les jeunes issus de la génération Y, vous en avez parlé, c'est-à-dire les 20-30 ans, ont grandi dans un environnement numérique. Ils ont des réflexes digitaux que les plus seniors n'ont pas. Le jeune mentor a donc pour mission de les aider à mieux appréhender les codes et les usages des nouveaux outils de communication. L'objectif, réduire la fracture numérique et favoriser le développement de stratégies commerciales et marketing innovantes, plus en phase avec le monde d'aujourd'hui et de demain. Et alors comment ça marche dans la pratique ? Eh bien, il s'agit le plus souvent d'une initiation rapide aux codes et usages à travers l'utilisation des réseaux sociaux. Les dirigeants en savent en général déjà beaucoup, peut-être M. Carcenti le confirmera, sur le nouveau monde numérique, mais il leur manque l'émotion que procure l'usage. C'est ce que relève un jeune mentor d'une grande entreprise française. Alors, sur le papier, ça a l'air simple, mais il faut prendre en compte un certain nombre de contraintes. L'expérience menée dans différentes entreprises a fait ressortir plusieurs facteurs clés de succès. Le premier, c'est privilégier les rendez-vous individuels. En effet, on est plus à l'aise en dehors du regard de ses pairs. Les cadres osent davantage participer, poser leurs questions en rendez-vous individuel. La deuxième chose, c'est de bien sélectionner les jeunes experts. Il est conseillé de ne pas mentorer, par exemple, son manager direct. En effet, certains patrons rechignent à s'exposer en position d'ignorance face à leurs équipes. Et on les comprend. Et voilà, peut-être ou pas d'ailleurs, mais certains effectivement rechignent. Et il faut coller aux contraintes de l'agenda déformé. C'est pas parce qu'on inverse la relation qu'il n'y a pas de respect. Il faut respecter ses aînés et évidemment, c'est aux jeunes formateurs de se plier aux impératifs du temps des managers. Et dernière chose, il faut former ces jeunes formateurs. Bien qu'informels, les discussions doivent être préparées. Mais alors, est-ce que c'est juste une affaire de technologie ? Eh bien non, Nicolas, vous l'avez déjà évoqué lors du débat, c'est une révolution culturelle. Jusqu'à maintenant, les entreprises fonctionnaient avec l'idée que la performance individuelle et la pression procuraient les meilleurs résultats. Avec l'arrivée de la génération Y, en entreprise, c'est plutôt la créativité, la collaboration, la souplesse, l'épanouissement des salariés qui est mis en avant. Le reverse mentoring, finalement, stimule la partie la plus culturelle du management, celle du partage et de la coopération dans des organisations transverses et casse les organisations en silo, les organisations verticalisées. Gérald, Damien, vous avez déjà fait appel au reverse mentoring, vous avez déjà été formé ou à former des dirigeants ? Tu vois, Damien ? Moi forcément, je peux que trouver ça intéressant. Alors, on le fait d'une certaine façon, au moins de deux façons. On n'a pas un programme en interne structuré
comme cela vient d'être brillamment décrit. Mais je pense que c'est un vrai programme. Je vais y réfléchir d'ailleurs pour le structurer. Mais on le fait d'une autre façon. D'abord, nous on s'entoure, moi-même, au niveau de ma, on va dire, la garde rapprochée, j'ai quasiment que des Gen Y. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ils ont un regard, à partir du moment où il faut leur donner de la liberté, évidemment, il y a un travail à faire quand même au final, mais à partir du moment où vous entourez de Gen Y, vous vous assurez qu'ils vont vous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Ils ne vont pas se les cacher. Ils le font de manière informelle. Ils le font de façon informelle. Et quand vous acceptez ça, si vous n'êtes pas, vous voulez pas vous retrancher et puis qu'on vous critique jamais, ben vous en tirez un bénéfice. Et puis je reviens sur mon programme Startup parce que nous, on a choisi de le faire. On fait exactement ça, mais on le fait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce programme, on a 22 startups. On a mis 22 mentors, qui sont en fait les membres de la direction de Hewlett Packard Enterprise. Et évidemment, ils apportent, j'espère, aux startups. J'espère. Vous nous direz, Damien. Mais le but, c'est aussi qu'ils apprennent. Puisqu'ils sont dans un échange, ils accompagnent une startup pendant 1 an. Et puis la dernière façon dont on le fait, moi-même je le fais, je vais en citer un, et je pense qu'il ne m'en voudra pas de le citer, parce qu'on le fait régulièrement. Mais par exemple, je déjeune régulièrement avec Alexandre Malch, qui dirige le groupe Melty, et depuis maintenant quelques années. Et à chaque fois que je déjeune avec lui, je pense que j'essaye de lui apporter des choses. Mais moi, je ressors à chaque fois avec 2-3 idées qui me secouent un petit peu. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi l'émission Virage Digital. Je vous donne rendez-vous dès cet après-midi pour retrouver le replay sur Décideur TV, mais également sur ZDNet ou sur Presse Citron. Je vous donne également rendez-vous mercredi prochain à 12h30 pour une émission cette fois-ci sur la digitalisation des points de vente. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à l'émission Virage Digital sur Décideur TV pour être au courant de toutes nos actualités. À la semaine prochaine.